Vous connaissez son nom, vous avez peut-être déjà vu son logo, vous avez certainement entendu des dirigeants africains en parler, l'Union africaine. 55 États membres, plus d'1,3 milliard d'habitants, la deuxième plus grande organisation intergouvernementale au monde après les Nations Unies. Et pourtant, si je vous demandais aujourd'hui ce que fait réellement l'Union africaine, quels sont ses pouvoirs concrets, comment est-ce qu'elle est par exemple financée, pourquoi elle semble parfois si peu audible face aux grandes crises du continent, je pense et je suis même sûre que beaucoup d'entre vous seraient en difficulté. Et je ne dis pas ça comme un reproche, je le dis parce que c'est précisément ce décalage entre la notoriété d'une institution et la méconnaissance de ce qu'elle fait vraiment qui justifie cette chronique. Aujourd'hui, je ne veux pas vous présenter l'Union africaine comme une vitrine institutionnelle. En réalité, je veux simplement vous aider à comprendre ce qu'elle révèle de l'Afrique elle-même, parce que ses forces, ses limites, ses ambitions et ses contradictions nous disent quelque chose d'essentiel sur l'état réel projet panafricain en 2026. Alors, commençons. Pour comprendre l'Union africaine, il faut bien évidemment repartir sur ce qu'elle a remplacé. En 1963, 32 États africains indépendants créent l'organisation de l'unité africaine. Le contexte est celui de la décolonisation, des pays qui viennent d'arracher leur souveraineté et qui se regroupent autour d'une priorité absolue, celle de protéger cette souveraineté qui est toute neuve. La charte de l'OUA est explicite, non-ingérence dans les affaires intérieures, intangibilité des frontières héritées de la colonisation, soutien au mouvement de libération encore actif. L'OUA fait ce pourquoi elle avait été créée. Elle a accompagné les indépendances, elle a contribué à l'isolement international du régime d'apartheid en Afrique du Sud, elle a posé les bases d'une solidarité africaine institutionnelle. Mais les décennies suivantes ont mis en lumière ses limites structurelles, notamment avec des guerres civiles dévastatrices au Biafra, au Rwanda, en Angola, qui ont révélé l'incapacité de l'organisation fondée sur la non-ingérence à intervenir pour protéger les populations civiles. La mondialisation a redistribué les cartes, notamment économiques, sans que l'OUA ne dispose des instruments pour en faire une opportunité africaine. Du coup, l'acte constitutif de l'Union africaine a été signé à Lomé en 2000, après le sommet de Citre en 1999. L'Union africaine est officiellement lancée à Durban en 2002 et l'ambition change alors d'échelle. On passe de la protection des souverainetés à l'intégration du continent. L'Union africaine naît lorsque l'Afrique comprend que les défis du XXIe siècle dépassent largement ce qu'un État seul est capable de gérer. Alors, avant d'aller plus loin, il faut clarifier quelque chose d'essentiel. L'Union africaine, ce n'est pas le gouvernement du continent africain. Elle ne gouverne aucun État, elle ne vote pas de loi applicable aux citoyens, elle ne lève pas d'impôts, elle ne contrôle pas les armées nationales, ce n'est pas un État fédéral africain, ce n'est pas davantage l'équivalent de l'Union européenne, dont les institutions ont pour le cas des pouvoirs supranationaux que l'UA ne possède pas. Ce qu'elle est, c'est une organisation de coordination continentale avec des missions précises sur la paix et la sécurité. Le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine peut décider de missions, prononcer des sanctions et innovation majeure par rapport à l'OUA. Il peut également demander l'intervention dans un État membre en cas de crime de guerre ou de génocide, ce même sans le consentement du gouvernement concerné. Elle déploie des missions d'observation électorale et peut suspendre un État membre dont le gouvernement est arrivé au pouvoir des moyens anticonstitutionnels. Sur l'intégration économique, l'UA est le cadre institutionnel qui a porté la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, dont l'accord a été signé en 2018 et la mise en œuvre opérationnelle lancée en 2021. L'objectif, créer un marché unique de plus d'1,3 milliard de consommateurs pour un continent où le commerce intra-africain représentait encore 15% seulement des échanges totaux en 2024, contre 60% en Europe par exemple. Le potentiel est donc considérable. Sur la diplomatie, l'UA porte la voix africaine dans les enceintes mondiales, avec notamment son admission comme membre permanent du G20 en 2023. On peut parler ici d'une véritable avancée concrète. Mais voilà le paradoxe central. Une institution qui est dotée d'une architecture institutionnelle impressionnante sur le papier, avec une assemblée des chefs d'État, un conseil exécutif, commission, parlement panafricain et qui, dans les moments de crise, semble régulièrement dépassé. Les coups d'État successifs au Sahel, la crise libyenne, le conflit en RDC
où était l'Union africaine? La réponse honnête n'est pas que l'Union africaine a échoué, c'est qu'elle a été conçue pour ne pas agir contre la volonté de ses membres. Le consensus reste dominant dans ces mécanismes de décision pratique et quand un État membre est directement impliqué dans une crise, obtenir un consensus pour une action réelle devient structurellement extrêmement difficile. Les intérêts des 55 membres ne convergent pas toujours ensemble parce que les priorités géopolitiques, par exemple, du Nigeria ne sont pas celles du Maroc, les enjeux économiques de l'Égypte ne sont pas ceux du Kenya et que c'est ici que l'on touche la question fondamentale. L'Union africaine ne souffre pas d'un manque d'ambition formelle. En réalité, elle souffre du fait que ses membres lui ont accordé les ambitions d'un gouvernement continental sans lui transférer les pouvoirs qui vont avec. Le Parlement panafricain, par exemple, n'a pas de pouvoir législatif. Il adopte des résolutions, des actes qui sont non contraignants. Les décisions qui comptent, elles, se prennent toujours dans les chancelleries nationales. Passons maintenant à une question qui dit peut-être un peu plus sur l'état de l'Union africaine que n'importe quelle analyse politique. Qui finance l'Union africaine? Les données disponibles dans les rapports officiels de l'institution sont sans ambiguïté. Le budget de l'UA se compose de 3 enveloppes. Le budget de fonctionnement, le budget programme et les opérations de soutien à la paix. Et là, les chiffres divergent radicalement selon l'enveloppe que l'on regarde. Le budget de fonctionnement, ce qui permet donc à l'institution de fonctionner au quotidien, est financé à 100% par les États membres africains. C'est un acquis réel. Mais le budget programme, celui qui finance les actions concrètes de l'Union africaine sur le terrain, est financé à plus de 77% par les partenaires internationaux. Les États membres africains n'en couvrent que 12,7% en 2026, selon la déclaration officielle du président de la commission de l'UA. C'est une progression par rapport aux 9,4% de 2025, mais le chiffre reste structurellement faible. Autre réalité que l'UA reconnaît elle-même, plus de 40% des États membres ne versent pas régulièrement leur contribution annuelle et la taxe de 0,2% sur les importations adoptée à Kigali en 2016 pour donner à l'UA une base de financement autonome n'a pas été mise en œuvre partout. Elle a été mise en œuvre uniquement dans 17 pays membres à ce jour. Le rapport financier officiel de l'UA pour l'exercice 2024 le confirme. La question posée par ce tableau est celle-ci. Peut-on construire une institution qui va être souveraine, capable de porter une vision africaine indépendante quand la majorité de son budget programme vient de l'extérieur? La réponse de l'UA elle-même est non. C'est pour cela qu'elle travaille en réalité à changer cela. Alors, on ne peut pas faire une analyse rigoureuse en faisant uniquement une analyse critique. Nous devons également regarder ce que l'Union africaine effectivement produit et qu'on mentionne rarement. Commençons par la ZLECAf, signée en 2018 à Kigali par 44 États, ratifiée depuis par 54, opérationnelle depuis 2021. Elle est le plus grand espace de libre-échange au monde en nombre de pays participants. En 2024, selon les données d'Afreximbank, le commerce intra-africain a atteint environ 208 milliards de dollars en hausse de près de 8% sur un an. Ce chiffre est encore modeste en proportion, 15% des échanges totaux du continent, mais la dynamique existe et la ZLECAf en est le moteur principal. La norme contre les changements anticonstitutionnels également fait partie des avancées. La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance est entrée en vigueur en 2012 et elle constitue un cadre normatif inédit. Elle permet à l'UA de suspendre un État membre, d'imposer des sanctions et de refuser de reconnaître un gouvernement arrivé au pouvoir par des moyens anticonstitutionnels. Ces limites d'application sont réelles. Les coups d'État sahéliens l'ont montré, mais son existence crée toutefois une norme africaine claire. Le changement anticonstitutionnel de gouvernance est formellement illégitime dans le droit continental. Ce n'était pas le cas sous l'OUA. Le Fonds pour la paix, enfin, l'institution elle-même l'a souligné dans son rapport en 2024, plus de 354 millions de dollars levés sur un objectif de 400 millions, un mécanisme de financement africain, des opérations de paix, pas entièrement dépendant de l'extérieur, c'est une avancée concrète, même si le chemin, bien sûr, reste encore long. Mais alors, derrière toutes ces questions, les limites budgétaires, la dépendance au financement externe, l'écart entre les ambitions de l'agenda 2063 et les réalités du terrain, il y a un débat fondamental que l'Afrique n'a pas encore tranché. Ce débat est le suivant: est-ce que l'Afrique veut coopérer
ou est-ce qu'elle veut s'intégrer? Parce que la nuance est réelle. Coopérer, c'est rester des États souverains qui s'accordent sur certains domaines, qui coordonnent des politiques, mais intégrer, c'est accepter de transférer une partie de ses compétences, de ses ressources, de sa souveraineté à une institution commune. L'Union européenne est allée plus loin dans ce second modèle de coopération avec une monnaie commune, un espace Schengen, des droits supranationaux, le Parlement élu au suffrage direct avec pouvoir législatif réel. L'UAL reste essentiellement le premier modèle avec des ambitions du second. Et je veux être précise, cette réalité n'est pas un échec ni une fatalité. La trajectoire de l'Union européenne n'est pas reproductible à l'identique sur un continent avec des histoires au niveau de développement, architecture institutionnelle aussi diverses que l'Afrique. Mais ce qui est certain, c'est que l'écart entre les ambitions formelles de l'Union africaine et les pouvoirs réels que les États lui transfèrent crée une frustration légitime. Et la question de fond reste posée. Les États africains sont-ils prêts à transférer davantage de ressources, de compétences et de souveraineté à des institutions communes?